Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube. On va parler du SEO comme à notre habitude, mais cette fois, j'ai décidé de prendre un angle qui est un peu différent. Souvent, je fais du contenu pour les SEO, par les SEO, et on est un peu dans un autre soi qui fait que on voit pas trop ce qui se passe à l'extérieur. J'avais envie de changer un peu ça, de parler avec des gens, voilà, qui sont plus un étage au-dessus entre guillemets, qui sont plus des responsables marketing, des responsables de croissance. Et donc, j'ai appelé, voilà, j'ai cherché des gens, j'ai envoyé quelques messages et Diego, qui est ici aujourd'hui avec nous, m'a répondu présent. Donc c'est top, on va pouvoir parler un peu tous les deux aujourd'hui du SEO et du marketing en général, de quelle est la place pour toi, selon toi, chez Goodvest du SEO dans le mix marketing et tout ça. Est-ce que ça va bien alors qu'il est, Diego? Est-ce que tu es content d'être là? Est-ce que tu es prêt à nous parler de tout ça? Yes, hello, hello Léo, hello à tout le monde. Très content d'être là. Et on va aborder des sujets très intéressants. Top, 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 top. Bon, bah écoute, déjà, ce que tu peux faire à la rigueur pour commencer, c'est te présenter un peu et nous expliquer c'est quoi ton rôle chez Goodvest, histoire qu'on comprenne un peu mieux et que les gens aient un peu de contexte sur la situation et ce que tu fais au quotidien. Yes, bien sûr. Du coup, moi, c'est Diego. Je vis sur Paris. Je suis chez Goodvest depuis maintenant 2 ans et demi. Ça va bientôt faire 3 ans. Euh, je suis atterri dans le growth il y a maintenant 4 ans, un peu par hasard. De base, j'ai une formation qui a rien à voir. J'ai fait des études dans le sport. Et durant mes études, j'ai pu lancer des petits projets en freelance, notamment sur du community management ou d'autres métiers qui gravitent un peu autour du marketing digital. Et du coup, j'ai découvert des premières techniques growth en faisant ces missions freelance où je devais chercher des clients. J'ai découvert l'automatisation, du coup, pour aller prospecter. J'ai découvert plein d'autres pans au final de ce métier-là qui est assez diversifié. Et du coup, ça fait maintenant 4 ans que je travaille en start-up. Je fais à côté aussi du freelance d'ailleurs SEO. Et du coup, je me suis spécialisé vraiment plus sur l'acquisition SEO en arrivant chez Goodvest, donc il y a maintenant 2 ans. Même si du coup mes missions chez Goodvest ne gravitent pas qu'autour du SEO. Il y a plusieurs canaux d'acquisition et des sujets de croissance sur lesquels je suis. Euh, Goodvest, rapidement, Goodvest, c'est quoi? On propose des solutions d'investissement responsables. Donc, on propose des assurances vie, des plans d'épargne retraite, des livrets, dans lesquels on fait une analyse poussée du coup des entreprises sur lesquelles nos investisseurs investissent. Et l'analyse passe par regarder s'il y a des entreprises qui ont un lien avec les énergies fossiles, l'armement, le tabac, regarder les émissions carbone sous différents scopes de ces entreprises-là, et regarder aussi l'impact qu'elles peuvent avoir sur la biodiversité. Voilà en gros ce qu'on fait. Donc c'est un marché en pleine croissance et très très intéressant que j'ai découvert du coup en arrivant chez Goodvest. Euh, et si je passe du coup plus sur mes missions, ce que je fais aujourd'hui, on a une petite équipe encore. On est dans l'équipe une trentaine, on est 32 il me semble. On a une équipe marketing composée de 4 personnes. On est en cours de recrutement pour agrandir l'équipe. D'ailleurs, également sur ma partie. Euh, Mes missions aujourd'hui gravitent, donc du coup, je chapeaute toute la stratégie SEO. On a des prestataires, on a aussi des personnes en interne qui rédigent. Je pourrais peut-être développer un peu plus après. Je Ouais, continue sur mes missions. Donc, vas-y. le SEO, sachant qu'on est un business B2C, donc il y a quand même un fort intérêt sur ce canal qui marche bien. J'ai une autre partie qui est plus le SIA, le SMA. Donc ça, c'est une agence qui gère. Donc moi, l'idée, c'est d'avoir des points réguliers avec cette agence, de fixer des objectifs et de les challenger pour qu'on atteigne nos objectifs mensuels ou trimestriels. Ensuite, on a un autre gros canal d'acquisition chez Goodvest, c'est l'affiliation. Du coup, on propose des produits financiers et on a des partenariats avec des comparateurs en ligne qui mettent en avant du coup nos solutions et qu'on rémunère du coup via l'affiliation.
Donc ça représente un gros business, un peu en lien avec le SEO du coup parce que ces comparateurs-là, pour 95% d'eux, bah, en fait, vont chercher des positions pour nous, enfin référencent des pages pertinentes, mettent en avant des solutions comme Goodvest. Par exemple, je sais pas, sur un mot-clé meilleure assurance vie, ils vont être premiers, ils vont avoir beaucoup de visibilité, ils vont faire des avis sur toutes les meilleures assurances vie. Et du coup, nous, on doit être présents sur ces pages-là parce que ça nous ramène pas mal de clients. Voilà, sur cette partie affiliation, donc ça c'est pareil, je fais le lien avec les différents partenaires. On avait une personne qui était dessus sur cette mission-là, qui est partie. C'est pour ça qu'on recrute une nouvelle personne qui va notamment chapeauter cette partie affiliation. Et sinon, sur mes autres missions, je gère aussi toute la partie CRM. Donc, nos clients, enfin, plutôt une personne qui arrive chez Goodvest, euh, bah, peut transformer en lead si elle fait une simulation. Et une fois qu'elle devient lead, on a récupéré du coup son mail, son numéro de téléphone, et ben, on va essayer de l'activer, de faire en sorte qu'elle devienne cliente. Et pour ça, il y a des relances mailing qui sont envoyées, il y a des relances aussi par téléphone quand on a récupéré son numéro de téléphone par notre équipe conseillère. Et du coup, aujourd'hui, je gère via Customer.io, c'est l'outil qu'on utilise pour notamment l'envoi de mail. Je gère tous les scénarios automatisés et du coup avec des segmentations bien précises en fonction du produit, en fonction des montants investis. Et il y a pas mal de segmentation possible. Et également, je fais le lien avec les équipes conseillers pour leur donner des fichiers de relance bien qualifiés pour que, bah, en gros, quand ils appellent une personne, ils le fassent pas pour rien, même si on rappelle la plupart des leads. Mais l'idée, c'est d'avoir des fichiers les plus quali possibles. Et l'objectif à terme, ce serait même de scorer nos leads. Donc savoir si, par exemple, sur une échelle de 0 à 10, un lead est très chaud ou plutôt froid, et ce qui permet derrière aux conseillers de prioriser et de savoir à quel moment précis un lead est susceptible de convertir. Sur mes autres missions, je gère aussi la partie cross-sell. On a plusieurs produits et on a du coup des possibilités de cross-sell assez grandes. Et là-dessus, il y a un lien aussi avec le mailing, donc envoyer des mails quand une personne, par exemple, a signé un de nos produits, l'assurance vie. On peut derrière lui proposer un autre produit pertinent pour elle, comme le plan d'épargne retraite. Et pour ça, il faut lui envoyer un mail à un bon moment ou l'appeler à un bon moment. Donc il y a tout un mécanisme derrière ça aussi. Et la dernière partie, c'est plus sur de la recherche de nouveaux, de nouvelles méthodes de croissance. Et là, en ce moment, le projet sur lequel j'avance, c'est développer un programme parrainage qui est encore on a un programme parrainage chez Goodvest qui est encore sous-exploité, et on aimerait faire en sorte que ça devienne un canal d'acquisition plus important. Pourquoi? Parce que bah, déjà, le parrainage, ça coûte pas très cher pour l'acquisition. Et c'est une acquisition qui peut se faire en fond sans forcément trop d'efforts une fois que le programme fonctionne bien. Pour ça, on a choisi de passer par de la gamification. Et donc là, je suis vraiment sur la phase un peu plus de découverte où je mène des enquêtes, enfin plutôt des interviews auprès de nos clients pour les sonder un peu sur le programme parrainage, quelles sont leurs attentes, et plein d'autres questions pour qu'on ait un programme qui soit le plus performant possible. Ok, purée, c'est super complet. Merci beaucoup de cette présentation. Franchement, c'est top. Tu mérites bien cette petite gorgée d'eau que tu prends après, clairement. C'est super intéressant. Du coup, tu es vraiment au centre de la croissance de Goodvest, que ça soit pour l'acquisition des nouveaux clients. En gros, tu vas déployer toutes les stratégies qui vont te permettre d'acquérir du trafic et d'acquérir potentiellement du nouveau client, ou que ça soit même avec de l'upsell, etc. Donc, même augmenter la valeur moyenne de tes clients. Ça, c'est vraiment top. En vrai, c'est cool que vous investissiez des deux côtés. C'est ouf le nombre de leviers que tu as sous la main, que ça soit du SEA, du SEO, du mailing, etc. Tu utilises tous les leviers possibles. Ça fait vraiment plaisir à voir. J'imagine que c'est pas possible de gérer tous ces leviers H24 soi-même, et tu l'as déjà dit, grosso modo, tu utilises quelques prestats à droite à gauche. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la stratégie que vous avez pour internaliser vs externaliser l'utilisation des différents leviers que vous avez? En fait, ma question, c'est un peu quand tu es dans ta situation et que tu as tout ça, comment est-ce que tu fais tes choix pour savoir ce que tu vas faire en interne, ce que tu vas faire en externe? Ça doit paraître difficile de choisir les leviers sur lesquels on va activer.
Bien sûr. Hein, c'est une bonne question. Alors en fait déjà on regarde de manière assez simple les compétences qu'on a en interne. C'est assez logique du coup, mais par exemple moi j'ai développé des compétences en SEO. Eh bien on n'a pas pris une agence qui gère tout notre SEO, ce qui était le cas avant mon arrivée. Mais du coup bon bah ça on l'a internalisé vu que Diego sait faire du SEO. Le SEO c'est gérer nous-mêmes. Pour la partie paid, donc les ads. Là, par contre, on a choisi, alors on avait choisi d'internaliser. Il y avait une personne du coup qui était là, mais qui est partie récemment. Euh, et du coup, on a re-externalisé. Il y avait une volonté quand même d'avoir la gestion en interne. Peut-être on re-internalisera en fonction du profil qu'on arrive à recruter. Il y a aussi ça qui pèse dans la balance, c'est sur les recrutements qu'on peut faire. On cherche, vu qu'on est une petite équipe, on cherche quand même des profils assez polyvalents. Mais bon, la polyvalence a des limites et des fois, on peut trouver des profils peut-être meilleurs qui ont des compétences sur, par exemple, je sais pas, plus le développement de partenariat que la partie paid. Et du coup, le choix se fait de les partenariats, donc la partie affiliation, ok, on a une personne en interne, et le paid, on doit l'externaliser. Donc ça dépend au niveau des recrutements, ça dépend au niveau des compétences qu'on peut déjà avoir en interne. Euh, voilà, en gros. Ok, ok, c'est super intéressant. Donc vraiment, ouais, vous prenez les compétences que vous avez, vous savez que vous avez besoin d'à peu près tous les leviers. Vous prenez les compétences que vous avez en interne, vous dites bon bah ok. Le SEO sur la strat SEO, Diego il peut faire le taf, donc ça va rouler. Sur le paid, on a quelqu'un, potentiellement sur le partenariat, on a personne, donc on va chercher quelqu'un qui va nous aider en externe. C'est assez intéressant quand tu fais de la recherche de prestat en externe sur des agences de marketing ou des trucs comme ça. Comment est-ce que tu procèdes? Genre, c'est quoi ton process de réflexion pour te dire je vais trouver quelqu'un qui va me dépanner en email parce que alors qu'il est potentiellement en plus tu as zéro connaissance en email, du coup pour aller trouver un bon prestat dans le domaine, ça peut être particulièrement compliqué. C'est quoi ton process de réflexion? En effet. Déjà, c'est de bien exprimer nos besoins, d'écrire clairement quels sont les besoins du moment. Euh, une fois qu'ils sont bien listés, qu'on les a bien posés, pour la recherche, bah, on- assez classique, on peut déjà essayer de trouver un expert, je sais pas si sur le mailing, un expert mailing sur des plateformes comme Malte. Donc s'il y en a, super, on peut directement les contacter. Je sais que sur Malte, des fois, on fait appel à Malte pour qu'ils nous aident dans la recherche. Et du coup, ils nous shortlistent des profils, c'est pas mal. Sinon, faire jouer un peu ça peut être faire jouer le réseau qu'on peut avoir. Donc là, typiquement LinkedIn. Euh, si j'ai vu un expert mailing, par exemple, poster régulièrement et qui était dans mon réseau, je vais me dire, je peux contacter cette personne-là pour avoir un premier call, voir ce qu'il peut nous proposer. Voilà, Malte, LinkedIn et ouais, voilà en gros comment on peut faire. Ah, c'est vrai que Malte c'est top, j'avais pas mal utilisé à mes débuts, c'était bien fun à utiliser. J'avais justement, je m'amuse à faire du SEO sur Malte, à essayer de craquer l'algo de recherche qu'ils avaient en interne. Et on avait eu des petites réussites jusqu'à ce qu'ils nous patchent parce que quand même on était un peu des abuseurs. Euh, parlons un peu de SEO. Comment ça se fait que tu as commencé à dig le SEO et à approfondir tes connaissances SEO quand tu es arrivé chez Goodvest? Pourquoi est-ce que tu as attaqué le SEO en particulier comme levier en arrivant chez Goodvest? Yes. Alors, avant chez Goodvest, j'avais une volonté et une envie de plus me spécialiser sur la partie paid, donc plus media buying, Google Ads, Meta. Pourquoi? Parce que je pense que c'était aussi un peu un taf en vogue à l'époque, euh, et, euh, et c'était, je me souviens des années 2018 vers là, sur la partie growth, il y avait beaucoup de Facebook, enfin, fallait faire des campagnes Facebook. Bon, en plus, ça coûtait moins cher, donc je pense qu'il y avait des choses intéressantes. Du coup, moi je me suis vachement mis là-dedans. Je m'étais moins intéressé au SEO. Et en arrivant chez Goodvest, du coup, on avait un rédacteur qui est toujours là, euh, qui, euh, du coup, avec qui j'ai commencé à travailler. Et, et il y avait dans mes objectifs le développement du SEO qui prenait un peu, mais c'était encore petit.
Du coup, j'ai commencé à me pencher sur le sujet. J'ai commencé également à mettre en place une petite stratégie un peu euh, un peu maison vu que j'apprenais, et j'ai commencé à avoir des premiers résultats en fait sur des articles euh, avec des pics de trafic. On mesurait pas très bien les conversions, donc si on avait des leads ou des clients grâce au SEO, mais j'étais quand même à regarder du coup le trafic que je pouvais générer par ces articles-là, et j'ai vu des premiers résultats hyper intéressants. Ça m'a motivé du coup à aller plus loin. En parallèle de ça, j'ai commencé à diguer également sur LinkedIn, à suivre des profils comme le tien qui parlaient SEO. Et je me suis rendu compte que c'était en fait hyper vaste, qu'il y avait plein de sujets hyper intéressants, que c'était du coup que ça collait bien un peu aussi avec le growth dans le growth, tu recherches des petits hacks, tu recherches également des petits leviers de croissance, des expérimentations à mener. Et le SEO, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de tests, beaucoup de recherches. Et du coup, je me suis rendu compte que ça correspondait bien aussi à moi, ce que je recherche. Et voilà en gros comment je suis tombé dedans. Et ça va faire maintenant 2 ans et je kiffe toujours autant et j'apprends toujours autant aussi. Ouais, franchement, je pense que tu as raison là-dessus sur le fait que le gros et le SEO ont vraiment cette similarité de aller chercher des hacks. On connaît un peu les bonnes pratiques, on sait qu'il faut les faire, on sait que c'est un travail long terme, etc. Mais on a quand même la quête du hack, la quête de la petite astuce qui va nous faire exploser le truc. Et ça fonctionne d'ailleurs pas trop mal, hein. En général, on sait que sur le long terme, voilà, c'est des efforts de fond qui font le travail, mais que quand même, il y a ce petit côté, le petit hack qui va te faire le petit plus 20% dans la journée qui est très très souhaitable et très préférable. Euh, je me posais une question du coup, la partie sur la partie SEO, hein, toujours. Le contenu est produit en interne parce que vous avez un rédacteur. Est-ce que vous utilisez du coup uniquement ce rédacteur pour produire tout le contenu interne? C'est un peu genre votre pipe de contenu, il est géré par ce rédacteur et c'est comme ça que vous faites votre truc. Ou est-ce que vous faites appel à des rédacs externes et tout? Parce que moi j'ai surtout fait de la rédaction externe pour le coup, surtout des rédacteurs freelance, etc. Pas énormément de rédaction interne, un petit peu à une époque, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que c'est une pratique qui est quand même assez fun d'avoir le rédacteur en interne parce qu'il devient expert de ouf sur le produit et ça c'est super agréable. Mais c'est vrai que des fois tu es un peu capé du coup par la quantité d'articles que tu peux produire, quoi. Yes. Alors, on n'a pas de, enfin, on a deux rédacteurs en interne et deux rédacteurs externes. Euh, Nos rédacteurs en interne, c'est pas des personnes qui sont à 100% enfin, ils n'ont pas été recrutés en tant que rédacteurs. Ils ont d'autres missions à côté, mais c'est des personnes en gros qui savent bien écrire et qui sont à l'aise sur certains sujets. Du coup, ils rédigent pour le blog. Un exemple, on a Garance qui gère du coup la partie investissement. Elle est analyste ISR, donc en gros, elle analyse sur tous nos investissements du coup tous les fonds intégrés dans nos produits. Du coup, elle traite tous les sujets en lien avec l'investissement responsable sur le blog. Et on a aussi notre personne, Gabriel, qui lui est plus à l'aise sur des sujets plus liés aux investissements alternatifs, donc par exemple la crypto et d'autres sujets dans cette thématique-là. Du coup, il rédige des articles sur cette thématique-là. Et après, on a deux rédacteurs en externe, experts aussi sur leur sujet, donc plus experts sur l'investissement, l'immobilier, la finance. Du coup, on a une équipe au total de 4 rédacteurs, avec deux rédacteurs en externe qui sont vraiment des freelance rédacteurs. Ok, ok, c'est pas mal, c'est intéressant. Ça me fait sourire quand tu me donnes toutes ces sous-thématiques parce qu'en fait, j'ai pas mal travaillé quand même sur de la finance dans ma carrière et sur notamment de l'affiliation finance. C'est pour ça que ça me faisait doublement rire tout à l'heure Ok. quand tu parlais des affiliés. Enfin voilà, je pense pas que les sites sur lesquels j'ai travaillé avaient des partenariats avec Goodvest, mais je pense à ça. Peut-être que Selectra, ils vous font de la promotion potentiellement. Je pense que c'est le genre de Yes, site. Ouais. yes, ouais, complètement. Ouais. Selectra, c'est le partenaire type sur l'affiliation. En C'est bien ce gros, que je me un disais, site ça. de. J'ai encore la connaissance du marché, ça me fait plaisir. Sur les autres leviers, du coup, j'imagine que du coup, les rédacteurs, ils vont rédiger sur un blog qui va être sur un CMS assez traditionnel, genre un WordPress ou un Webflow, quelque chose comme ça. Ouais, exact. Webflow, Ouais. en l'occurrence, chez nous. Ouais, bah, tu vois, je me souviens, le design était un peu léché, du coup, je me suis dit, c'est probablement pas du WordPress, ça doit être passé sur du Webflow, ça, c'est un truc un peu sympa. Et du coup, donc la technique est plus ou moins gérée, entre guillemets, parce que le CMS fait bien le travail en général de base, et t'as pas beaucoup de travail en technique à SEO, on va dire. Et pour la partie autorité,
Est-ce que vous avez un process pour aller gagner de l'autorité, aller gagner des backlinks, aller faire du netlinking ou des choses comme ça, ou pas tant que ça? Et en fait, au final, vous faites ça en naturel et vous produisez juste du contenu pour le SEO. Alors pour la partie backlinks, on a deux, euh, deux piliers, on va dire. Le premier, c'est développer plus la partie guest blogging, donc partenariat. Donc pour ça, ça se fait d'une manière assez simple. Déjà, soit on se fait contacter par des partenaires qui souhaitent faire un échange de liens. Ça arrive Mhm. assez souvent. De manière globale, sur la partie guest blogging, échange de liens, on essaie de sélectionner quand même les partenaires. À mon arrivée, sur ma première année chez Goodvest, je prenais un peu tout, j'en faisais beaucoup, mais j'ai pas vu des résultats très bons, et en plus ça prenait pas mal de temps. Du coup, j'ai décidé de mieux prioriser, d'aller chercher des partenaires quali, et ça fonctionne plutôt bien de faire comme ça. Et du coup, aujourd'hui, en fait, on fait des partenariats avec d'autres boîtes qui peuvent être sur des secteurs voisins ou sur des thématiques plus rapprochées. Par exemple, un exemple, une boîte dans l'énergie, notamment dans l'énergie verte, donc le secteur plutôt voisin. Quand on fait un partenariat avec cette boîte-là, on fait souvent des partenariats, par exemple, d'échanges de visibilité. Donc ça peut être faire un webinaire en commun, faire des échanges de posts sur les réseaux sociaux, et on intègre, quand ça vaut le coup, du coup, un échange de liens, tout simplement. Et ça s'imbrique bien déjà dans la partie échange de visibilité. Ça a du sens. Et derrière, on voit des résultats intéressants sur les échanges qu'on peut faire. Donc ça, c'est la première partie, le premier pilier sur les backlinks. Et le deuxième, c'est plus de l'achat de backlinks plus classiques. Ça, aujourd'hui, je le sous-traite aussi à une agence pour gagner du temps, tout simplement. Euh, et donc, ils font c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Je pense on est encore sur des budgets pas assez importants, je pense, pour voir des résultats plus importants que ce qu'on peut que ce qu'on pourrait aller chercher. Et du coup, cette partie-là, l'idée, c'est sur l'année 2025, soit de garder la configuration qu'on a aujourd'hui, soit l'internaliser. Mais pour ça, il faudrait avoir plus de place dans l'équipe, avoir une personne pas dédiée à ça, mais qui puisse le faire. Ouais, qui travaillait sur les échanges et sur l'achat directement, quoi. Ok, c'est assez intéressant. Donc ouais, clairement, bah, vous utilisez les forces que vous avez en interne. Vous avez des gens qui rédigent bien, vous utilisez ça pour l'interne. Vous manquez un peu d'expertise sur le netlinking, vous déléguez. Sûrement la meilleure solution à faire, honnêtement, c'est assez intéressant. Euh, la finance, c'est un domaine qui est quand même très compétitif. En fait, que ça soit voilà, en ligne ou hors ligne, je pense qu'en ligne, c'est peut-être même un peu moins compétitif encore que je suis pas vraiment sûr. Mais comment est-ce que tu vois pour toi l'avenir de la croissance et du growth dans la finance et dans le milieu dans lequel tu es? Pour toi, c'est quoi les gros enjeux qui vont arriver dans les prochaines années? Et qu'est-ce qui fait que ça va être compliqué ou que ça va être simple? Est-ce que tu as des vecteurs ou des leviers? Tu te dis, là, en allant dans cette direction-là, on devrait mieux s'en sortir que les autres. C'est quoi un peu ta stratégie pour les prochaines années pour toi dans le secteur de la finance pour de la croissance? Yes. Nous, on a un premier objectif qui est assez important, qui tourne autour de la communauté. Euh, on a une volonté depuis le départ de développer une communauté Goodvest, car on pense que ça peut être très puissant pour la croissance de la boîte. On en entend souvent parler du community-led growth, c'est qui veut dire en fait tout simplement assurer la croissance de la boîte via une communauté. Et on voit d'ailleurs pas mal de boîtes dans la finance banque qui se développent très bien grâce à leur communauté, et qui n'ont pas forcément d'ailleurs euh, besoin de développer d'autres canaux d'acquisition. Donc c'est très puissant la communauté. Nous, qu'est-ce qu'on fait chez Goodvest et qu'est-ce qu'on souhaite développer? Déjà, on a régulièrement des événements Goodvest. Donc ça peut être tous les trimestres
où l'idée c'est de rencontrer en vrai nos clients, rencontrer nos partenaires, rencontrer aussi nos ambassadeurs, parce qu'on a créé depuis le début un réseau d'ambassadeurs qui sont dans le Good Club. C'est le nom qu'on a donné du coup à ce club d'ambassadeurs. C'est une communauté qui est animée sur WhatsApp. On a créé une communauté WhatsApp, c'est plutôt bien fait. On a du coup un canal où on peut faire des annonces, un autre canal où on peut échanger avec les ambassadeurs en direct. Et les ambassadeurs, du coup, on leur propose les nouveautés de Goodvest en avance. On leur propose du coup venir participer aux événements là que j'ai pu donner. On leur propose également des interviews quand, par exemple, moi, je l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai la volonté de développer le programme parrainage et ben, je vais pouvoir aller via WhatsApp parler à ces ambassadeurs-là pour, du coup, vu que c'est des clients plutôt fidèles, avoir leur retour là-dessus. Donc, et puis il y a aussi, via les ambassadeurs, on peut les faire, c'est comme leur nom l'indique, des ambassadeurs de la marque. Donc, ils vont pouvoir parler de la marque, par exemple sur LinkedIn. Donc, on peut leur partager aussi du contenu qu'ils vont republier sur leurs réseaux sociaux. Et derrière, bon, ça peut faire un effet boule de neige parce que les ambassadeurs vont ramener des nouveaux clients qui peuvent eux-mêmes devenir ambassadeurs et eux-mêmes poster sur les réseaux sociaux. Donc, la viralité commence à prendre via du coup ce programme-là qu'on continue de développer. On a créé aussi un forum sur Goodvest, enfin sur un autre domaine qui s'appelle du coup Community Goodvest. L'objectif c'est de créer le premier blog sur l'investissement responsable. Donc on l'a un peu laissé de côté parce qu'on avait d'autres canaux à gérer, mais l'idée c'est de bien le faire reprendre là sur l'année 2025. Et puis on a également plus la partie réseaux sociaux, donc pareil, créer une communauté via nos réseaux sociaux. Et ça va également passer par une refonte qui est en cours de notre chaîne YouTube avec des vidéos quali là, qui vont arriver prochainement. Ok, ok, super intéressant. C'est vraiment top. En fait, c'est vrai que la croissance avec la communauté, c'est vraiment une tendance, je pense, passé 2020 qui est devenue de plus en plus intense et très très bien joué, je pense, de prendre cet angle-là. Ça explique évidemment le parrainage, ça explique la relation avec les ambassadeurs. C'est très bien vu. Je pense à ça, tu parlais de chaîne YouTube. À la rigueur, on peut toucher un petit mot sur Finari, qui est un peu dans le même secteur que vous, qui ont une chaîne YouTube de fou furieux. Est-ce que ce serait pas un peu le goal pour vous de monter une chaîne YouTube dans le même style que celle de Finari, quoi? Ouais, non, c'est vrai que c'est très inspirant ce qu'ils ont réussi à faire. Pour le coup, ils ont vraiment réussi à craquer un truc, craquer leur acquisition grâce à cette chaîne YouTube. Et c'est assez inspirant le concept qu'ils ont lancé et de voir comment ça fonctionne. Maintenant, l'enjeu, c'est de trouver notre concept, trouver ce qui marche. Du coup, pareil, ça va être des tests à lancer là prochainement sur notre chaîne YouTube qu'on a déjà lancé il y a 1 an et demi, 2 ans. Enfin, elle a été lancée au début de Goodvest et on a arrêté il y a 1 an et demi environ. On faisait beaucoup de vidéos, mais c'était du coup, on avait plein de petites vues un peu partout, mais ça prenait beaucoup de temps en fait aux équipes. Du coup, là, l'objectif c'est de se focaliser sur des vidéos plus quali pour essayer avec un concept pour essayer d'aller toucher du monde et avoir des résultats intéressants. D'aller craquer l'algo vous aussi, le bel algo YouTube. Voilà. Comme vous êtes ici en train de regarder sur YouTube, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à la chaîne de Goodvest, histoire de voir un peu les nouveaux formats qui nous sortent. Impatient de voir ça. Euh, pour Je peux toi, juste ajouter, je vas-y, peux vas-y, juste vas-y, ajouter un profites-en. point, excuse-moi, je t'ai coupé sur cette partie grand défi. Euh, j'ai un autre grand défi aussi en tête, c'est la confiance des investisseurs. Euh, en gros, aujourd'hui, dans notre secteur, donc l'investissement responsable, c'est un secteur de niche, mais il y a pas mal de greenwashing qui est fait. Des investisseurs qui pensent investir dans des produits verts, et au final, en regardant plus en détail à l'intérieur des produits, à l'intérieur de leur assurance vie, par exemple, ils se rendent compte qu'il y a des entreprises qui sont comme du Total, par exemple. Du coup, ça pose un problème. Et nous, notre objectif, c'est d'apporter le plus de transparence possible à nos investisseurs. Bon, on le fait déjà en ouvrant totalement les produits. Enfin,
pour le coup accessible et nos investisseurs peuvent voir concrètement où va leur argent. Mais ça passe aussi par le marketing. En gros, ça passe aussi notamment par les contenus qu'on peut produire, comme les contenus SEO. Et là-dessus, il y a un objectif qui est double d'ailleurs. Le premier, c'est de créer du contenu rédigé par des experts. Donc il faut que ce soit des professionnels qui en parlent. Ça se sent déjà quand tu lis le contenu et c'est hyper important du coup pour rassurer la personne et qu'elle voit que ok, Goodvest, ils savent de quoi ils parlent. Déjà, le premier objectif, c'est de rassurer les lecteurs qui peuvent être des futurs investisseurs. Et le deuxième, c'est que c'est aussi bon SEO d'avoir du contenu plutôt authentique et rédigé par des vrais experts. Donc ça passe par le SEO, le fait de pouvoir du coup rassurer les investisseurs, mais ça passe aussi par les ads. Il faut des créas professionnels, notamment sur la partie social media, et, et globalement le discours marketing doit être clair et rassurant sur nos différents canaux afin de faire en sorte que les investisseurs ne se sentent pas trahis ou qu'il y ait en tout cas un discours pas assez clair sur ce qu'on propose. C'est vrai que t'es dans un secteur qui est quand même vraiment, vraiment particulier sur ce point-là, parce qu'en fait, t'es dans tu sais, c'est la finance et l'investissement. La finance et l'investissement, il y a des points très positifs. T'es face à des géants historiques, donc en fait, t'as les grosses banques, etc. T'as les scams crypto qui font fort en 2024. Mais t'as aussi, voilà, des boîtes qui font la même chose que toi, mais qui le font mal, avec du greenwashing et du coup qui niquent l'image entre guillemets de l'investissement responsable. Et du coup, quand tu mélanges tout ça dans un même pool global qui est le pool de l'investissement, ça paraît toujours un peu étrange. C'est vrai que tu dois avoir énormément d'éducatif à faire avec tes prospects, de réassurance et de conseils, en fait, énormément de conseils pour les guider dans la bonne direction, qu'ils se sentent bien et qu'ils sachent qu'ils sont en train de faire la chose qu'ils espèrent qu'ils sont en train de faire, quoi. Tu vois, qu'en fait tout est cohérent. C'est vrai que ça passe par du market, et ça, tu l'as bien dit. Et par du SEO, justement, j'allais te demander sur le SEO, pour l'aspect contenu, est-ce que vous produisez genre essentiellement du contenu bottom funnel? Est-ce que vous faites du mid funnel ou est-ce que vous faites même du top funnel? À quel point est-ce que vous répartissez vos efforts de rédaction entre les différents niveaux de maturité de vos prospects pour le coup en SEO? Bonne question. Moi, un de mes objectifs principaux dans notre strat SEO, c'est d'être premier sur nos requêtes top business. Donc, en gros, nos requêtes plutôt bottom funnel, ça peut être assurance vie responsable, investissement impact, investissement responsable. Donc vraiment les mots-clés qui sont hyper pertinents pour nous, tu vois. Donc déjà, il y a un effort important qui est mis là-dessus sur la production de contenu et également l'optimisation des contenus qu'on a déjà pu produire sur ces requêtes-là. C'est pas, en plus, c'est des requêtes pas forcément avec des gros volumes de recherche, mais pour le coup, t'es sur un trafic très qualifié, donc ça reste hyper pertinent et du coup, comme j'ai dit, c'est mon objectif principal. Mais sinon, à part ça, oui, on produit du contenu plus top, mid. Euh, j'ai pas de proportion précise chaque mois à me dire. On rédige aujourd'hui 17 articles par mois. Sur ces 17 articles-là, je me dis pas, ok, il faut 20% de top, 30% de mid, etc. Mais en gros, globalement, on produit du contenu un peu sur du coup toutes les étapes du funnel. Et moi, un de mes objectifs aussi dans la stratégie SEO, c'est de faire en sorte d'avoir le meilleur funnel possible. Et qu'est-ce que j'entends par funnel? Du coup, c'est ok. Donc, on produit un contenu sur du top of funnel. Par exemple, j'ai un contenu qui marche bien, c'est quelle retraite pour un salaire de X euros. On l'a fait avec plein de types de salaires. C'est plutôt top parce que la personne elle recherche juste à avoir combien elle peut gagner à sa retraite en ayant gagné 2000 euros toute sa vie par exemple. Et moi mon objectif c'est d'avoir dans cet article le bon CTA, donc des CTA thématiques. Donc là-dessus ça m'a pris pas mal de temps d'optimiser tous les CTA qu'on a dans nos articles, avoir des CTA par produit mais aussi par étape du funnel. Donc, par exemple, sur l'exemple d'article que j'ai donné, quelle retraite pour X euros, ici, je vais plutôt mettre un lead magnet
Et on a la chance d'avoir plusieurs lead magnets chez Goodvest, dont sur la partie retraite, un lead magnet qui permet de comprendre comment fonctionne le système de retraite en France. Et ce lead magnet-là, c'est de la newsletter qui t'est envoyée. Donc en gros, c'est une formation sur 5 jours. On t'envoie une newsletter par jour. C'est gratuit, on a juste besoin de ton mail. Et du coup, sur ces articles-là, je te propose ce lead magnet-là. Et une fois que tu as rentré ton mail, du coup, tu reçois ta petite formation. Tu rentres dans un scénario de nurturing. Une fois que tu as reçu tous tes mails de la formation, là, on commence un peu plus à te parler de Goodvest, de l'importance de commencer tôt à investir pour sa retraite et à mettre de l'argent de côté et expliquer qu'il y a le plan d'épargne retraite Goodvest qui existe. En plus de ça, il y a une dimension impact qui est poussée et qui peut être hyper intéressante si c'est un sujet sur lequel tu es sensible. Et du coup, l'objectif à la fin, c'est que la personne signe chez nous. Donc ces fenêtres-là, l'objectif, c'est de les travailler par contenu qu'on peut créer en fonction du top, du mid et du bottom. Ça, c'est super intéressant comme strat. En fait, ce qui est trop bien, c'est que c'est pas une strat qui est scientifique, tu vois. C'est juste qu'elle est parfaitement exécutée. T'as le contenu qui est super top. Tu récupères le mail, tu fais ta séquence mail, tu fais ton nurturing, t'as ton lead magnet. Et là, pour le coup, tu sais que en fait tout est bien parce que ton lead magnet est dédié à la session qui est top. Tu vois, tu sais ce qui arrive en top, tu sais ce que t'envoies en lead magnet, tu sais ce que t'as en nurturing. Tu vois tu peux envoyer tes USP au fur et à mesure. C'est trop bien. Franchement, c'est vraiment cool parce qu'en fait, on connaît tous la base et la théorie. On a rarement le temps de l'appliquer. Et souvent, on est un peu en mode genre, on a fait notre contenu top, on récupère du traf, on met une vieille bannière parce que on a que ça sous la main et puis on convertit pas et on a un peu la haine. Quand tu fais une bonne séquence comme ça fait vraiment plaisir de se dire que voilà, on se donne les moyens de réussir et c'est cool. J'allais te poser un peu la question sur les budgets et comment est-ce que tu fais pour attribuer tes budgets? Parce que j'imagine que toi, pour le coup, en tant que Head of Growth, on t'a filé un budget global, une enveloppe très globale. Et ensuite, toi, tu essaies plus ou moins de l'allouer en fonction des différents leviers, de te dire, par exemple, je vais mettre 20% ads, 25% en SEO, 30% en mailing ou un truc comme ça. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe déjà? Parce qu'en fait, ça se trouve, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et si c'est et voilà, comment est-ce que toi, tu fais ta décision pour l'allocation de budget et d'investissement en fonction des différents leviers marketing? Yes. Alors pour le budget, il est établi en étroite collaboration avec Aurore, qui est CMO Goodvest. Oula, j'ai plus de lumière. Ah voilà, c'est bon, j'ai récupéré la lumière. Du coup, ce budget-là est établi avec Aurore, qui est CMO Goodvest. Comment on l'établit? On regarde déjà la performance des différents canaux. Donc, qu'est-ce qu'on entend par performance? On regarde les coûts d'acquisition, les CAC, qui restent une métrique assez phare. On regarde les coûts, les CPL, les coûts par lead. On regarde globalement ce qu'on a pu du coup atteindre comme résultat sur l'année passée. Et du coup, là, typiquement, on établit les budgets pour 2025. On essaye de garder des répartitions plutôt cohérentes. On sait que par exemple la partie paid, c'est coûteux, ça coûte cher. Il faut des investissements importants pour garder un niveau de CAC, de CPL. Tu dois investir des montants pas assez précis, mais il faut rester sur des fourchettes cohérentes. Si tu le diminues trop, le problème c'est que tu te coupes de visibilité et que du coup il y a des concurrents tout simplement qui passent devant toi sur cette partie paid et du coup tu perds des conversions et normalement ton CAC diminue aussi. Donc l'objectif c'est de garder des fourchettes assez importantes là-dessus. Donc là, par exemple la partie paid est un poste de dépense assez important sur le market. Là sur 2025, on avait un pourcentage attribué au SEO. Le SEO a super bien performé sur 2024. Du coup, logiquement, la proportion en SEO, on va l'augmenter. Et puis après, tu as d'autres canaux comme l'affiliation où ça augmente, mais ça va pas forcément augmenter beaucoup parce que c'est des marchés qui restent assez restreints, on va dire. Les comparateurs, ils sont pour le coup dépendants du trafic qui arrive sur leur site. Le trafic, il prend pas, il est pas exponentiel d'année en année. Du coup, les volumes de leads et de conversion, de clients qui nous envoient évolue, augmente, mais on n'est pas sur des augmentations énormes parce que le trafic fait pas des augmentations énormes. Donc ça, c'est un canal pour le coup où la répartition budgétaire reste quasiment identique chaque année. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
Franchement, parfait, c'est excellent. Pour résumer, je pense que le paid, bah, comme dans beaucoup de boîtes, hein, le paid, ça reste quand même le levier que les gens activent le plus fort parce que c'est assez prévisible et souvent c'est une grosse part. Le SEO, en général, quand les gens commencent à l'activer, ils voient des résultats après 6 mois, un an, et là, d'un coup, ils disent, ah, mais en fait, c'est quand même un bon levier. Et là, du coup, tu l'actives plus fort, quoi. Et donc, tu commences à avoir des résultats sympas. Et en affiliation, ça m'étonne pas non plus que le deal flow soit plus ou moins régulier, que tu vois l'apport de trafic soit régulier, et tu payes aux clients, quoi, en général. Donc en fait, voilà, tu leur dis, bon bah les gars, nous le maximum qu'on peut payer sur un client, c'est ça, c'est ce que vous allez recevoir, envoyez-nous ce que vous pouvez, et puis bah, voilà quoi, on fera avec ça. Mm. Et en général, c'est ce qui se passe. Donc assez intéressant en On termes de augmente juste, répartition de budget. j'ai juste à ajouter sur l'affiliation, on augmente un petit peu le budget parce que notre objectif c'est d'être toujours plus visible sur typiquement les comparateurs, vu que c'est là où on fait une grosse partie de notre affiliation, et du coup on essaye d'augmenter quand même un peu le budget pour aller négocier auprès de ces comparateurs là. Ça peut être des encarts display sur les sites, ça peut être des intégrations sur des nouvelles pages où on n'est pas présent, ce genre de choses. Ouais, je vois bien. C'était les deals qu'on négociait à l'époque où je faisais de l'affiliation, en effet. Là, tu On connais. disait, ah oui, on va vous mettre sur la home page, on va vous placer de troisième à deuxième, etc., quoi. Ouais, donc, c'est des trucs que tu négocies. C'est d'ailleurs, pour les affiliés qui nous regardent, c'est un levier que vous activez d'ailleurs très peu en général. Le levier commercial, en fait, quand tu es un affilié, que tu as une plateforme, tu peux avoir des commerciaux qui vont démarcher les boîtes avec lesquelles tu payes déjà par lead et leur dire, bah attends, si tu veux, on peut te faire une petite bannière en plus, etc. Et comme les boîtes ont du budget, bah, en fait, en général, ça fonctionne très bien. Et c'est un levier qui est peu activé pour le coup. Euh, Quand tu as cette réflexion de te dire, bon, bah, voilà, le SEO a bien marché l'année dernière, on va double down dessus cette année, on va l'activer encore plus cette année. Qu'est-ce que tu fais comme démarche de croissance? Est-ce que tu te dis, on va staffer plus de rédacteurs, par exemple, en prenant des freelances? Est-ce que tu dis, on va augmenter le budget sur l'agence qui fait du netlinking? Est-ce que tu dis, on va internaliser plus de compétences, plus de stratégies, plus de choses comme ça? C'est quoi le next step, entre guillemets, pour toi, pour te dire, allez, le SEO marche bien, on active ça 2 fois plus fort? Ouais, bah, globalement, c'est ça, on augmente le budget, donc il y a des choses qui bougent que ce soit les recrutements ou les dépenses qu'on peut faire. En fait, tout dépend. Déjà, c'est de faire un peu une analyse de, ok, sur quoi on n'est pas bon et qu'est-ce qu'on peut améliorer. J'en ai rapidement parlé avant, mais la partie backlinks, je la trouve encore sous-exploitée. Je sais qu'on peut faire beaucoup plus. Donc, du coup, là-dessus, j'aimerais aller plus vite. Et pour aller plus vite, ça va peut-être passer par un recrutement, alors soit en interne, soit en externe, d'une personne qui sera du coup dédiée sur cette partie backlinks. Donc là-dessus, on va mettre plus de budget, c'est sûr. Du budget pour recruter une personne et du budget aussi pour acheter des liens. Sur la partie contenu, je regarde aussi les objectifs business qu'il peut y avoir chez Goodvest. Je sais que dans les objectifs business, là sur 2025, on va sortir pas mal de produits. Qui dit sortie de pas mal de produits dit des nouveaux marchés SEO à aller chercher. Pour aller chercher des nouveaux marchés SEO, il va falloir produire. Donc pour produire, il va falloir du rédacteur. Mes rédacteurs aujourd'hui, je crois que qui sont quasiment à fond sur la capacité de ce qu'ils peuvent nous produire par mois. Donc logiquement, je pense que je vais devoir aller chercher un ou deux rédacteurs en plus. Donc, ok, on va mettre du budget là-dessus, c'est sûr. Euh, on a également prévu une refonte de notre blog qui va permettre pas mal de choses, notamment à augmenter la performance du site et booster de manière globale le SEO parce qu'on revoit l'UX, on revoit plein de choses. Donc ça, pareil, c'est un budget qui est à prendre en compte et c'est une dépense assez importante d'ailleurs. Donc là-dessus, pour le coup, ça, on l'a fait sur 2024, mais pareil, j'ai dû aller chercher des experts UX UI, des experts intégrateurs Webflow, et avec un budget qu'on m'a donné, derrière, ça a été de composer une équipe pour assurer une bonne migration, qui est en cours d'ailleurs. Ok. L'immigration, c'est toujours un moment particulier en vrai. Moi, je sais que c'est les moments de grande peur en général parce que tu sais jamais trop ce qui va se passer. Tu sais ce que tu espères. Tu sais pas forcément, tu sais ce que tu quittes, quoi. Tu sais pas ce que tu vas perdre, ce que tu vas gagner, mais tu te dis toujours, allez, j'espère que la transition va bien se passer. J'espère que votre transition va bien se passer. Ouais, Euh, c'est ça aussi. et- Tu m'étonnes. Euh,
Écoute, j'arrive tranquillement à la fin de toutes les questions que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés dans ce petit entretien que tu avais en tête, des choses qui sont intéressantes à ton avis pour notre auditoire sur Goodvest, sur ta strat market, sur le SEO et sur tout ça? Euh, bah, je, je pense, si je dois faire un petit bilan sur Goodvest et ce qui marche et, euh, et, euh, et ce que j'aurais fait aussi plus tôt, euh, on en revient au SEO, mais euh, aujourd'hui, le SEO a pris un peu de temps à bien se lancer parce qu'il faut aussi convaincre les équipes que c'est un canal qui va être porteur sur le long terme. Et on commence à le voir aujourd'hui, même si on est au début. Et je pense qu'on l'objectif et je pense qu'on va aller beaucoup plus loin. Mais du coup, dans une strate marketing globale, euh, ce qui est génial avec le SEO, c'est qu'il permet de équilibrer aussi les coûts d'acquisition qu'on peut avoir. Euh, alors, pour avoir des coûts d'acquisition, il faut aussi bien les traquer, et ce qui n'est pas simple avec le SEO, mais quand on arrive à le faire, c'est quand même vraiment top. Et du coup, nous, aujourd'hui, on se rend compte que, OK, bah, sur la partie paid, on met beaucoup d'argent, du coup, on a des CAC quand même plus élevés. Et à côté de ça, on a le SEO là qui commence à bien prendre, avec des CAC moins élevés, vu que c'est des investissements bah, qui sont moins coûteux. Et du coup, le bilan de tout ça, c'est il faut pas se contenter que d'un canal, je pense. Je pense qu'il faut en avoir plusieurs qui tournent en même temps et ils sont hyper complémentaires au final. Et là, on le voit très bien aujourd'hui que d'avoir dès le début, même si c'était l'investissement pouvait être un peu moindre sur les SEO, d'avoir développé différents canaux, ça porte ses fruits. Je suis 100% d'accord et je pense que le mix de inbound et de outbound est vraiment la clé pour pouvoir avoir du ROI qui est le plus explosif possible. Donc, je te suis 100% là-dessus. Bah écoute, c'était un plaisir d'avoir cet entretien avec toi, Diego. Je mettrai directement ton LinkedIn dans la description, etc., pour que si les gens veulent te contacter, ils puissent le faire pour te poser des questions ou continuer sur ton expertise. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée sur YouTube. J'espère que vous avez aimé cet entretien et à la prochaine fois. Ciao, merci Léo, à la prochaine. Merci.